mettre les bonnes lunettes. Avec Claude, on a dessiné hier soir, nous. Ouais, on dessine assez bien. Ouais. Ah bah on voit pas très bien le monsieur. Je les ai vus ceux-là. C'est qui? C'est la fille. Ok. C'est facile de dessiner une fille et un garçon tout nu? Non? C'est plus facile un garçon? On n'est pas tous formés en fait pour aborder la sexualité. Et donc il suffit qu'on n'ait pas eu des super séances d'éducation à la sexualité, des séances avec un discours restrictif où on nous a expliqué qu'à un moment ça faisait peur en fait la sexualité aussi parce que c'est ça en fait visiblement. Enfin moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on m'en a parlé que du point de vue attention, on peut attraper des IST, on peut se retrouver enceinte alors qu'on n'a pas envie. Et puis si on t'en parle que du point de vue violence sexuelle, il y a un moment tu te dis ça n'a pas l'air fun tout ça. Et puis du coup bah t'oses peut-être pas trop. Et puis de toute façon t'as bien compris que les adultes ils te faisaient comprendre qu'il fallait attendre, qu'il faut attendre. Mais en fait on attend quoi, pourquoi? Parce que si on regarde bien dès l'âge de 4-5 ans, une des questions c'est comment on fait les bébés. Donc notre responsabilité en tant qu'adulte c'est de savoir comment on va répondre. Si on répond avec les cigognes et les choux, ou si on répond avec des mots simples qui sont compréhensibles et qui permettent une construction tranquille. C'est vrai que la question de la sexualité, elle fait toujours peur. Après, on n'est pas forcément obligé de parler de sexualité en soi, mais dans mon attitude, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me comporter avec l'autre sans forcément rentrer dans son intimité et du coup... Voilà, est-ce qu'il est d'accord pour que je me mette près de lui? Enfin, voilà, c'est des questions un peu... Avant d'être l'éducation à la sexualité, c'est de l'éducation. Parler sexualité avec les enfants, ça permet de faciliter la parole en fait, autour de la sexualité. Faciliter la parole, pouvoir en parler plus facilement, trouver les mots pour en parler plus facilement, ce qui fait que si un jour cet enfant subit une agression sexuelle ou un viol, ou en tout cas s'il est confronté à une personne qui lui veut du mal, il pourra plus facilement en parler aux parents. Alors imaginez, si un enfant a subi une agression sexuelle et que de toute façon c'est interdit de parler de sexualité à la maison, qu'à chaque fois qu'on essaie d'en parler on nous dit que c'est sale et que c'est pas bien, comment vous voulez que l'enfant il puisse alors déjà qu'il peut lui porter un sentiment de culpabilité par rapport à ça, si en plus le mot zizi ou nénette ou pénis ou vulve est compliqué à prononcer à la maison, alors dans ce cas-là c'est un frein en plus pour parler de l'agression. Donc c'est important que le sexe soit une partie du corps comme les autres en fait. Et vraiment veiller à ne pas dire que c'est quelque chose de sale en fait. À l'école c'est assez compliqué de parler de sexualité. C'est pour ça que nous, face à ce phénomène-là, par exemple, depuis 1 an et demi, on intervient dans un collège du coup, de notre secteur pour justement travailler, alors pas forcément de la sexualité en soi, mais des relations affectives. Pour que justement, ils aient au moins un espace où ils puissent en parler, parce qu'effectivement, à la maison, ça ne se parle pas, à l'école, ça ne se parle pas. Ça se parle du coup entre copains, mais du coup là, les repères ne sont pas forcément les bons. En général, la seule référence qu'ils ont, enfin nous on pense, c'est effectivement les médias, voilà, peut-être les films pornographiques, qui du coup c'est leur premier moyen d'éducation, en tout cas sur ce plan-là, c'est effectivement les médias. Quand ils vont sur des sites porno, quand ils utilisent leur téléphone portable, ça, alors les téléphones portables, ça a une visée d'excitation et d'être dans le groupe, hein, de fédérer le groupe. La pornographie sur Internet, on peut penser que l'accès à la pornographie a deux axes, l'excitation et le fait de se renseigner pour savoir comment on fait. Or, ce qui nous semble dans les discussions qu'on a avec les jeunes, c'est dans la vraie vie, une des vraies questions qu'ils ont, c'est comment on fait. Donc, ce qu'on a à se poser, nous, en tant qu'adultes, comme question, c'est qu'est-ce qu'on leur propose comme réponse qui correspond réellement à leur attente. Parce que sinon, pas forcément, ils vont aller voir dans un film porno comment on fait. Papa, c'est quoi un cunilingus?
on est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire la pornographie comme étant quelque chose de caché et finalement un outil d'adulte, à quelque chose d'un autre extrême où finalement on peut constater que dans les publicités, dans les clips, dans les films, il y a quand même beaucoup de pornographie, de fait. Donc en fait, cette pornographie, elle est imposée par les adultes que nous sommes. Et effectivement, la question des images, elle est très problématique parce qu'ils sont seuls, en fin de compte, face à ces images. Et que si ça n'est pas parlé dans d'autres espaces, ça ne peut pas être déposé dans d'autres espaces. Du coup, voilà, ça constitue après un repère pour eux. Et ça devient, alors je ne parlerai pas de normaliser, mais ça devient du coup voilà, vraiment un point de repère. La pornographie, à partir du moment où des jeunes regardent ça, et aujourd'hui il y a des études qui montrent que beaucoup de jeunes voient ça, va avoir un impact difficile sur des jeunes qui sont dans des environnements difficiles. À partir du moment où les jeunes ont des environnements dans lesquels ils peuvent parler, on constate quand même que 85 à 90% des adolescents en France vont bien, donc on peut aussi considérer que c'est peut-être pas si dramatique que ça. Qu'en revanche, ceux qui ont accès et qui n'ont que ces représentations, ces modèles-là, ces modèles d'hommes qui sont complètement instrumentalisés et ces modèles de femmes qui sont instrumentalisés d'une autre manière, ça pose des soucis. C'est difficile après de déconstruire ça. Donc après, ils ont du coup la notion du consentement, elle est de fait un peu biaisée, parce qu'effectivement, pour eux, une jeune fille voilà, qui est dans un local fermé avec 3 garçons, c'est qu'elle veut bien, et ça en tout cas, ça leur pose pas de problème. Et ils se disent pas que pour la jeune fille, ça peut voilà, être en soi un problème. Sur la culpabilité de la victime dans le cas d'un viol collectif, ou en tout cas d'un viol ou d'une agression sexuelle, ça c'est quelque chose qui est encore omniprésent aujourd'hui. C'est que on va systématiquement te demander comment tu étais habillée. Si c'est une fille, peut-être que oui, si elle était en jupe, botte, est-ce qu'elle n'a pas aguiché? Est-ce qu'elle n'a pas cherché tout ça? Enfin, ça, c'est vraiment une notion, la culpabilité de la victime qui est encore trop omniprésente aujourd'hui. Et il y a un moment, c'est pour ça c'est important de proposer de réfléchir avec les jeunes sur la notion de consentement. Souvent, les jeunes pensent que le consentement, ça se dit. Et qu'on ne peut pas toujours l'observer chez l'autre. Donc ça renvoie à la question de qu'est-ce que je partage avec l'autre et qu'est-ce que je vois de l'autre. C'est souvent cette question-là. Parce qu'ils disent souvent, mais elle n'a pas dit non. Donc souvent, ils pensent que ça passe par la question du langage, alors que ça passe aussi par le langage du corps. Si vous avez encore du mal à comprendre ce que signifie le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous voulez faire une tasse de thé. Vous dites « Hey, est-ce que tu veux boire un thé ?» Et la personne répond « Oh mon, j'adorerais prendre une tasse de thé, merci !» Alors vous pouvez leur préparer un thé, ou non, mais soyez bien conscient que la personne n'en voudra peut-être pas. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important. Ne la forcez pas à boire. Ce n'est pas parce que vous avez fait du thé que vous avez le droit de voir quelqu'un le boire. Et si la personne vous dit « Non merci », alors ne lui faites pas de thé, du tout, ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé, ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut juste pas de votre thé, d'accord? La personne pourrait aussi dire « Oui, s'il te plaît, ce serait très aimable de ta part ». Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bien sûr, c'est plutôt embêtant, parce que vous aviez fait l'effort de préparer tout ce thé. Mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'a pas envie. Si quelqu'un est venu boire un thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Cette personne n'a pas forcément envie que vous vous pointiez chez elle sans prévenir avec du thé pour les obliger à boire, en lui disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière » ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ». Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il ne veut pas, et que vous comprenez pourquoi ces personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si dur de comprendre ça quand il s'agit de sexe ? Que l'on parle de thé ou de sexe, c'est pareil, le consentement est la clé. Et sur ce, je vous laisse. Souvent, ils ont aussi des représentations de ce que c'est qu'un viol ou une agression sexuelle, avec tous les médias, enfin, tout ce qu'ils peuvent voir dans les films. Et souvent, ils pensent que s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas de menace verbale, il n'y a pas viol. C'est-à-dire que la question de la pression, la question d'être à plusieurs, la question du lieu,
qui peut du coup amener la victime à ne pas être en capacité de dire non, un endroit fermé par exemple. La question de la peur, c'est des choses qu'ils ont du coup beaucoup de mal à appréhender. C'est vrai que des fois le non n'a pas été clairement exprimé, mais il y a plein de rapports où le oui n'a pas été clairement exprimé non plus. C'est que peut-être qu'à un moment, une victime qui va du coup va se figer parce que du coup elle se sent désarmée, puis que le corps du coup il s'est dit ouais, mécanisme de protection, je vais plus bouger. En effet, elle dit pas non, mais elle dit pas oui. Mais du coup là c'est important de voir qu'on n'est plus dans de la réciprocité dans la sexualité. Dès le début d'une agression, notre système d'alarme que vous allez voir, l'amygdale, qui est chargé de décoder les émotions et les stimuli de menace, va s'activer. Elle va déclencher une cascade de réactions pour préparer notre fuite. Elle provoque, entre autres, la production par les glandes surrénales que vous allez voir, jaunes au-dessus du rein, des hormones du stress. Vous connaissez l'adrénaline, le cortisol. Résultat, tout l'organisme est sous tension, le flux sanguin, le rythme cardiaque, la respiration s'accélère et les muscles sont contractés, prêts à amorcer la fuite. Quand une victime est immobilisée par un agresseur, très vite, c'est la surchauffe. L'amygdale cérébrale s'affole, les centres nerveux au niveau du cortex censés analyser et modérer les réactions sont comme dépassés par les signaux d'alerte, c'est la panique totale. L'amygdale surchauffe et donc la victime est dans un état de sidération, comme paralysée. Du coup, elle ne peut plus se défendre, ni crier, ni même plus réagir. Elle est comme paralysée. La victime est dans un état de stress extrême, dépassé. Elle sent qu'elle va mourir. Alors pour éviter que le survoltage de cette amygdale ne provoque un arrêt cardiaque, le cerveau, vous allez le voir, déclenche une sorte de court-circuit en libérant des substances chimiques, de la morphine, de la kétamine, qui vont faire disjoncter le système d'alarme. L'amygdale est isolée, exactement comme un réacteur nucléaire fermé dans un coffrage. Résultat, la production d'hormones de stress est alors stoppée. La victime est comme coupée du monde, déconnectée de ses émotions et pourtant la violence continue, mais elle ne ressent presque plus rien, ce qui lui donne un sentiment d'irréalité totale. C'est ça qu'on appelle la dissociation. D'ailleurs, les victimes le disent. À un moment donné, elles ont l'impression d'être spectatrices de l'événement. Oui, c'est cette dissociation qui permet de rester en vie. Mais ce système de sauvegarde fait aussi des dégâts. Isolée, anesthésiée par les décharges permanentes de morphine et de kétamine, cette amygdale n'évacue pas le traumatisme du viol vers une autre structure que vous voyez clignoter, l'hippocampe. Cette structure, c'est notre système de mémorisation et d'analyse des souvenirs. Ce qui fait que le moment du viol va rester piégé en l'état dans l'amygdale. Et à chaque flashback, eh bien, c'est le souvenir du viol qui n'a pas été traité par le cerveau que va revivre la victime. C'est un moment extrêmement violent et c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Parfois, oui, un jeune tout à fait qui évolue dans ces quartiers-là, mais qui va très bien, il peut à un moment déraper parce qu'il est dans ce groupe-là. Et puis, il y en a certains qui vont amener une fille et lui, il est là. Et s'il le fait pas, il peut se faire frapper par les autres, ou enfin, des choses comme ça. Et en fait, bon, voilà, il y va et puis il ne se rend pas compte qu'en face de lui, il a une personne qui souffre et qui... On est sur une sexualité, là, dans le cas des viols en réunion, où il y a un moment, c'est pour montrer quelque chose aux autres, pour se prouver à soi-même et aux autres quelque chose. Enfin, on est dans quelque chose de l'ordre de la compétitivité. Et, au final, on a mis la sexualité avec cette notion de compétitivité. La difficulté, c'est que c'est donc le groupe, le poids du groupe, c'est quelque chose qui revient beaucoup ici. Cet effet de groupe, en fait, enlève complètement l'aspect individuel d'un jeune. Et donc, en fait, tout est fait au nom du groupe. Le mécanisme qui est à l'œuvre, c'est que c'est très difficile de se démarquer de ses pairs. Donc à un moment, quand il y a une situation de ce type, toute la difficulté, c'est qu'il y en ait un ou une qui disent « Non mais ça va pas, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire ». C'est très difficile, hein. Donc le mécanisme, il est le fait d'avoir besoin de se sentir dans le groupe. Parce que être à l'extérieur du groupe, c'est très compliqué. Et à mon sens, c'est ça qu'il y a à travailler. Ça veut dire quand tu as un camarade qui est mis en difficulté et que tu désapprouves, est-ce que tu arrives à le dire? Est-ce que tu arrives à te manifester? Oui, non. Et si tu n'arrives pas à te manifester, est-ce que tu te sens capable d'aller chercher un adulte? Sur la question des auteurs, à mon sens, c'est hyper important de travailler dessus, parce que déjà, ça prévient de la récidive. Et pour beaucoup d'auteurs, en fait, ils ont pas compris et pas intégré du coup ce qui s'était passé et du coup ce à quoi ça les a renvoyés toute cette situation. Donc sur la question des auteurs, c'est important de retravailler avec eux sur leur rapport au corps, sur leur sexualité, où ils en sont, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, les relations de domination, pour un moment poser des mots sur tout ça,
que chacun en fait travaille sur soi pour voir où il en est, essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé peut-être en amont aussi de ce viol ou de cette agression pour qu'à un moment ils puissent être acteurs du reste de leur vie. On s'est rapproché en Essonne du CERIAF-SIF à Paris et on a eu une intervention l'année dernière aux journées départementales par le docteur Walter Albardier qui aborde cette question de l'accompagnement des auteurs de violences d'une façon complètement remarquable, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à voir l'humain derrière l'auteur. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de s'occuper des victimes de violences, je suis en train de dire que si on est auteur, c'est qu'à un moment, peut-être on a été victime et que cette posture-là est à travailler et à accompagner. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'à un moment, nos jeunes et ceux qui ne vont pas bien, nos 10% qui ne vont pas bien, deviennent des citoyens avec lesquels on peut vivre. Parce que finalement, l'idée de l'éducation, c'est quand même d'arriver à vivre en société. Ici, on est un peu tous d'accord, on croit beaucoup aussi aux soins, au suivi psy, et qui ont vraiment une grande importance. C'est alors des jeunes qui vont investir un suivi psy, déjà, c'est à moitié gagné, quoi, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir comprendre un peu voilà, comment ils en sont arrivés là, quoi. Et puis le rapport à la personne, parce qu'après eux, ils sont censés quand même avoir une sexualité dans leur vie plus tard. Et c'est ça, pour plein de jeunes ici, c'est difficile après de concevoir une relation avec une femme, d'avoir des enfants, de créer une famille, tout ça. Il a été identifié sur notre territoire une absence de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes en milieu scolaire. Donc nous avons envisagé effectivement à partir de la rentrée scolaire 2017 de pouvoir faire des actions donc, de prévention et de sensibilisation donc, auprès des jeunes parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances donc, sur les violences conjugales et intrafamiliales et surtout on voit bien que les jeunes qui sont issus d'une famille dans laquelle il y a eu donc de la violence conjugale reproduisent donc les schémas. Nous, avec notre expérience, nous nous sommes rendus compte qu'en ce qui concerne les filles, elles ont souvent une violence, elles sont plus introverties et elles ont une tendance à se renfermer sur elles-mêmes, à s'isoler, donc à reproduire la violence sur elles-mêmes. À l'inverse, pour les garçons, ils reproduisent cette violence ou auprès donc effectivement de personnes extérieures, d'amis dans les établissements scolaires, ou bien effectivement sur leur mère ou frères et sœurs. La nécessité aussi de faire ces interventions, c'est de pouvoir éventuellement par ce biais-là repérer des enfants, des jeunes donc qui seraient donc au cœur même de parents de parents qui sont dans le cadre de violences conjugales et donc qui peut-être pourraient nous alerter et voilà, par ce biais-là aussi, de repérer, d'identifier donc des jeunes qui seront en grande difficulté en partenariat donc avec le professeur ou la direction de l'établissement scolaire. Jeunes et Femmes, c'est un dispositif qui est réservé aujourd'hui aux jeunes missions locales, donc les 16-25 ans, aux jeunes qui vont pas bien. Et on se rend compte que les difficultés personnelles vont avoir un réel impact sur l'accès à l'emploi. Donc on a plus de 450 jeunes à ce jour qui ont bénéficié du dispositif Jeunes et Femmes et on a toujours les mêmes statistiques sur les violences faites aux femmes. Nous, on repère qu'il y a 9% de jeunes qui sont passés par la prostitution, qui se prostituent toujours aujourd'hui. Sur les violences conjugales, on tourne autour de 50%. Sur tout ce qui est mariage forcé, on est autour d'une quinzaine de pourcents. Sur tout ce qui est viol, agression sexuelle, on est à 20%. Jeunes et Femmes, l'objectif, c'est de vraiment travailler sur l'estime de soi, l'autonomisation et de se sentir mieux. L'idée, moi, ce que je leur dis, c'est en fait, pendant 3 semaines, on pense à nous et on recharge les batteries et on se donne plein d'outils pour avancer pour la suite et se renforcer. Et il y a le même pour les garçons.
l'égalité oblige. Du coup, il y a le dispositif égaux pour les garçons, qui est basé exactement sur le même principe. C'est de se dire, il y a des garçons qui vont pas bien aussi. Peut-être qu'il le montre différemment, un garçon qui n'a pas confiance en lui, qui a un manque d'estime de soi. Alors pour certains, ça va être, oui, il va se renfermer sur lui-même, et puis d'autres, ça va être, eh ben, je prends énormément de place, je vais parler fort, je vais essayer de compenser ce manque d'estime de moi-même pour pas que ça se voit. Mais en tout cas, il y a des garçons qui vont pas bien, qui cachent des choses. Donc, En fait, l'éducation à la santé sexuelle, je le redis, c'est un processus qui commence dès la toute petite enfance par la façon dont on va prendre soin. Voilà. Et que les adultes que nous sommes ont, je dirais, le devoir de prendre soin. Et que la répression n'est pas forcément le bon moyen de prendre soin. Et que dans ces jeunes qui sont, à mon sens, aujourd'hui un petit peu les boucs émissaires de la société en France, ces jeunes, c'est aussi quand même la suite. Et c'est important de réaliser qu'un grand nombre de ces jeunes vont bien et font des choses qui vont dans le bon sens, et que les autres sont à accompagner. Enseignante dans un lycée à Dourdan. Je suis la formation pour pouvoir aborder les sujets de sexualité avec mes élèves. Je suis professeure de SVT dans un petit collège à Saint-Chéron. Ça nous permet aussi d'être plus vigilants vis-à-vis de nos élèves, des choses qu'on doit dire, pas dire, des cas qu'on va traiter différemment et des personnes vers qui on peut se tourner si jamais on rencontre des soucis avec eux. 4 juillet 2001, une loi, la loi qui encadre la contraception et l'IVG, stipule que les jeunes doivent bénéficier de séances d'éducation à la sexualité de la maternelle à la terminale tous les ans. On s'est dit qu'il fallait démultiplier des gens formés pour que les jeunes puissent bénéficier de ces séances. Alors, sur l'Essonne, on est sur une séance en 4e qui est à peu près incontournable. On s'est rendu compte que l'éducation à la sexualité, ça touche pas que le milieu scolaire, parce que les enfants, ils sont à l'école et hors l'école, donc il peut y avoir des éducateurs, il peut y avoir des animateurs, animatrices. Parfois, les enseignants ne se sentent pas assez formés sur ces questions d'éducation à la sexualité. Les infirmières scolaires peuvent vouloir une piqûre de rappel sur ces notions-là. Et l'objectif, c'est de proposer une vision positive de la sexualité, de l'éducation à la sexualité, notamment basée sur le respect de soi-même, sur les notions de consentement, sur les notions de désir et plaisir. Égalité des sexes. Vous allez organiser des ateliers autour de la santé sexuelle. La première chose que vous pouvez commencer à dire systématiquement, c'est qu'est-ce qui vous a fait plaisir depuis ce matin. Vous allez voir que ça ne va pas forcément être en lien systématiquement avec la sexualité. Donc on peut commencer par quelque chose de large. Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui fait du bien? Et puis recentrer tout doucement les choses autour du plaisir de soi-même. Quel espace on propose aux jeunes pour parler de leur sens qui s'excite un peu, et notamment quand on est ado, où tout a tendance à s'exciter un peu n'importe comment, parce qu'on ne maîtrise pas tout bien comme il faut, quoi. Même quand on est adulte. On commence par travailler l'anatomie, puisqu'en fait, une des grandes découvertes au fur et à mesure qu'on a travaillé dans ces formations, c'était de se rendre compte que les adultes n'ont pas de connaissances quant à leur anatomie sur le plan génital. Donc les adultes même du champ médico-social. Ça, c'était quand même un constat intéressant, sachant que dans les discours, on entend beaucoup d'adultes dire « Non, mais les jeunes n'y connaissaient rien ». Eh bien, regardons nous-mêmes ce que nous sommes capables de faire. Souvent, on dit aux jeunes pour la première fois « Attendez, il faut être sûr, il faut avoir envie ». Moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu en me disant, en fait, ça veut dire... Enfin, comment tu sais que tu as envie? Il y a un truc qui s'allume dans ta tête. Tu peux avoir envie ou pas, et ton corps, il peut te dire autre chose. Donc déjà, si on est capable de ressentir l'envie dans le corps, on a gagné beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, qu'est-ce que c'est concrètement l'envie dans le corps? Parce que les ados, ils veulent du concret, en fait, dans les séances d'éducation à la sexualité. Il y a un moment, il faut... Enfin, pourquoi on leur expliquerait pas clairement les choses? Moi, ce que je dis toujours, en fait, alors déjà, le but, en fait, de la sexualité, vu que la sexualité, ça dure toute notre vie, le but, c'est pas de se dire qu'à 20, 25 ou 30 ans, on ait coché toutes les cases et qu'on se soit dit « j'ai tout fait ».
Parce que y a un moment où on va peut-être s'embêter le reste de notre vie. Et puis le but, c'est pas de tout avoir fait, parce qu'on peut tout faire, mais ne rien vivre. Donc la sexualité, au contraire, le défi, c'est de la vivre vraiment pour soi et d'être en capacité de ressentir des sensations de désir, du plaisir, enfin des trucs sympas, sans pour autant faire des trucs de fou. Donc l'idée, c'est de leur apprendre aussi à gérer les émotions, pour laisser place à des émotions agréables, notamment dans la sexualité. Et gérer les émotions, c'est être en capacité de ressentir et de trouver des techniques pour abaisser les situations d'angoisse, notamment, ou de stress. Donc vous pouvez les faire travailler sur la respiration abdominale pour calmer un petit peu les situations d'angoisse, notamment avant le premier rapport, pour les filles comme pour les garçons, parce que pour les garçons, ça reste aussi un truc, c'est une grosse pression. Il est intéressant d'entrer dans la santé sexuelle par la voie des 7 voies de la santé sexuelle, pour finalement changer de la voie traditionnelle qui était la prévention des IST, prévention des grossesses non désirées et prévention des agressions sexuelles. L'idée étant que si on part sur ces 7 voies de la santé sexuelle, je vous en cite quelques-uns, autonomie, respect, égalité, consentement, satisfaction, réciprocité, on va travailler sur les aspects de développement des compétences des jeunes et pas sur du savoir qui n'est pas forcément pertinent au moment où on travaille avec eux. Et puis on travaille sur l'ensemble des contraceptions qui existent, puisqu'il y en a quand même 18, et que alors il y a des contraceptions qui sont pas très fiables, il y en a qui sont méconnues. Et puis il y a quand même eu des mises à jour importantes dans ces domaines-là, et c'est toujours important d'être un peu au courant de ce qui sort. On parle beaucoup d'interruption de grossesse, puisque de la même manière, il y a eu beaucoup d'évolutions. On parle de l'égalité de droits entre les filles et les garçons. Donc on est dans cette tentative d'éducation qui n'est pas si simple. On travaille sur la question de la prostitution, la lutte contre la prostitution, et on est en train d'organiser en ce moment une formation sur le repérage du michetonnage. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, parce que dans les collèges, on voit bien des jeunes filles, moins de garçons, mais on voit bien des jeunes filles qui manifestent des signes de pré-prostitutionnels, on va dire, et avec des professionnels qui n'ont pas forcément le regard pour identifier ces attitudes et ensuite les outils pour pouvoir les accompagner. Cette formation elle comporte deux axes qui sont essentiels pour nous, qui sont donc le premier axe qui est un travail sur soi, un travail sur le savoir-être et un travail d'apport d'information. Sachant que la façon dont on se comporte va faire que les informations vont être correctement intégrées ou pas. Il y a quand même certains sujets sur lesquels on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a la loi. Quand on n'est pas à l'aise soi-même, c'est important de travailler en partenariat avec des gens qui vont être plus à l'aise et en fait savoir passer le relais, simplement. Mais ce qui nous semble important, c'est que les adultes identifient là où ils sont. Et que quand ils identifient que ce qui leur est présenté génère une tension, qu'ils puissent soit trouver le moyen d'étendre cette tension, soit trouver le moyen de s'appuyer sur un partenariat. Les personnes qui sont assises sur la table sont écoutantes, et les personnes qui sont assises sur les chaises viennent présenter une situation que je vais vous imposer. Vous êtes là pour l'aider, pour l'écouter, pour l'accueillir. En 3 minutes. C'est parti. Il ne s'agit pas de plaquer mes valeurs sur l'autre, il s'agit à un moment de voir où est la personne et de partir de là où est la personne. D'ouvrir l'espace pour que la personne s'autorise à dire ce qu'elle a à dire. Parce que par mon comportement, je peux l'empêcher de parler. On intervient sur un collège et on a eu une séance, mais c'était trop drôle. On a commencé, comme on commence toujours, avec un jeu ou autre chose. Et à un moment, les jeunes ont dit, bon, et maintenant si on passait aux choses sérieuses. Et alors, comment on fait mouiller une fille?
C'est une vraie question dans la vie, ça, quand même. Ils étaient tranquilles pour parler. Et c'était une vraie question. C'était pas de la provocation, c'était pas... En tout cas, on l'a pas pris comme ça. Et on a commencé à discuter de ce thème-là, parce que derrière ce thème-là, il y avait « je me préoccupe de mon ou de ma partenaire », il y avait « je me préoccupe de la question du désir et du plaisir », il y avait la question « je me préoccupe du consentement » ou pas. Enfin, il y avait tout derrière cette question-là. Donc finalement, c'est comment on ouvre l'espace en soi pour pouvoir l'ouvrir à l'extérieur. Mais ça, c'est dans la formation. On en parle beaucoup entre femmes, alors que les hommes, j'ai pas l'impression même qu'entre eux, ils en parlent. Il n'y a pas vraiment de contraception, à part les préservatifs, il n'y a pas de contraception. Dans l'éducation à la santé sexuelle, en fait, les grands oubliés, c'est quand même les garçons. On a appris à parler garçons, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait des formations pour parler garçons, puisqu'on est quand même une majorité de femmes. Et progressivement, on a pu réaliser, comprendre ce que pouvait vivre un jeune homme dans le développement de sa puberté, dans le développement de son adolescence. Et on a pu commencer à voir aussi comment c'était difficile pour lui de commencer une sexualité, qu'il y avait des peurs, qu'il y avait des interrogations, qu'il y avait des traditions familiales qui pouvaient l'amener à avoir des comportements de défense qui n'étaient pas forcément appropriés. Voilà. Et donc on a vraiment commencé à travailler avec les garçons d'une façon qui soit adaptée à ce qu'ils peuvent ressentir. Les violences conjugales ou intrafamiliales, ça ne concerne pas que les femmes. Il ne s'agit pas d'une question de femmes. Il s'agit bien de... ça concerne toute la famille. Hein. C'est les hommes, les femmes et les enfants. Certains hommes pourraient aussi envisager des actions de sensibilisation auprès d'auteurs de violences et leur montrer l'exemple des hommes modèles. La parole peut-être passerait plus qu'une femme qui va transmettre ça. C'est une idée, mais en tout cas, il faut que les hommes se mobilisent. Le sexisme qui existe et le harcèlement qui existe dans la rue, on en parle quand même beaucoup. Je crois que si on ne lutte pas contre ça, ça favorise, si vous voulez, les passages à l'acte. On s'autorise facilement à interpeller une femme, à faire des commentaires sur sa tenue vestimentaire, et puis, selon comment elle réagit, on peut aller plus loin sans qu'elle en ait envie. Ça va, vous en avez pas marre, vous avez rien d'autre à faire. Vas-y, arrête de rêver, mon gars, c'est ton pote qu'on mate pas toi. T'es trop chum, toi, vas-y. Il a envie, eh, t'en veux, hein. Ouais, t'en veux, là, ça se sent, là. Vas-y, ils ont un beau petit cul, quand même. Hein. Eh, vas-y. Ah, il y a des loups. Il y a les petits lunettes. Oh là là. Vas-y, je te paye un verre à boire. Viens, mais viens. Eh, viens. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, on leur plaît pas ou quoi? Non mais c'est toi avec ta capuche là. On intervient à la demande à tous les niveaux, donc on intervient en école primaire, en collège, en lycée, et bien sûr selon l'âge on va intervenir de manière différente. Avec les enfants primaires, on travaille plus sur l'amitié fille-garçon. Hein, et le respect, le partage, on a des petites scénettes interactives et on commence à parler de la relation amoureuse au collège. On essaie de démarrer sur la représentation qu'ils ont des hommes et des femmes. Et là d'ailleurs il y a plein de stéréotypes qui sortent, donc on travaille d'emblée sur les stéréotypes, ça nous permet de voir où ils en sont. Et puis après, sur la relation amoureuse, on travaille plus sur le contrôle de la relation et le contrôle de la relation sur des questions comme la jalousie. Bon, toutes les filles, presque, croient que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Donc on travaille sur le consentement. Waouh, quel nom!
Allez, vas-y, à toi. Allez là, vas-y, allez là. Sur Internet aussi, le sexisme est une violence. Refusons de le partager. On travaille beaucoup sur la rumeur. On a des petites vidéos, des jeux sur la rumeur. Ils ne se rendent absolument pas compte des conséquences. Et alors sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la catastrophe. Donc on va proposer maintenant en plus de travailler sur la question du cybersexisme. On a créé il y a 5 ans un outil d'éducation à la sexualité en maternelle, du coup qu'on a pu mettre en place auprès de plus de 700 enfants. Et l'objectif de commencer dès l'enfance, en fait, c'est de... Alors déjà, c'est parce que c'est facile d'intervenir en maternelle. Les enfants, ils ont envie de parler de la sexualité qui les concerne. En fait, ça, c'est un point hyper important. Je pense que la notion de sexualité dans la tête des gens, en général, c'est une notion qui est réservée au domaine adulte. Et on se dit, en fait, et combien de fois on entend, mais on ne va pas en parler en maternelle, il y a un moment, ça ne les concerne pas, ils n'ont pas à savoir tout ça. Sauf qu'en maternelle, bah si, il y a une partie de la sexualité qui les concerne, parce que la sexualité, c'est une notion qui va se développer et qui va se maturer au fur et à mesure de notre vie. Du coup, la sexualité, ça commence dès l'enfance. Donc, il y a une sexualité d'enfant, une sexualité d'ado et une sexualité d'adulte. Comment on réagit? Est-ce qu'on se dit, on les laisse faire? Est-ce qu'on s'affole en se disant, bah, en fait, c'est une situation d'agression sexuelle? Tout va dépendre déjà du type de toucher, en fait. Des touchés d'enfant, ça va vraiment être je touche, je regarde, mais je touche pas comme un adulte. Ok, j'essaye pas de mimer une sexualité d'adulte. Si ça mime une sexualité d'adulte, par exemple des pratiques de masturbation ou de fellation, là on s'alerte tout de suite, on est d'accord. Et c'est pareil, quand on s'alerte, c'est comment on fait par rapport à l'enfant. Et si on retrouve deux enfants, juste ils se regardent l'un et l'autre et on touche et bah montre-moi comment toi elle est ta nénette et moi je te montre mon zizi comment il est. Comment on réagit? On les encourage, Non, en fait, ça va être important de reposer les notions d'intimité et que notre corps, il est à nous et que à nous. Et en fait, qu'on ne peut pas aller toucher le corps de l'autre comme ça, demander à l'autre de se déshabiller comme ça. Du coup, ça va être important de retravailler la notion d'intimité avec les enfants. Ok, on a regardé, mais en fait, est-ce que le copain ou la copine avait été d'accord et est-ce qu'on peut toucher le corps de l'autre comme on veut? Du coup, ça, on va en reparler tout à l'heure, mais il va y avoir la notion d'intimité à retravailler derrière. S'il y a un professionnel dans une structure quelle qu'elle soit, un service jeunesse, une maison de quartier, souhaite une intervention et a envie de la monter en collaboration avec des partenaires, donc il y a la possibilité de faire appel au tissu associatif de proximité, et puis il y a la possibilité d'appeler la direction de la protection maternelle et infantile de la santé pour pouvoir voir ce qui va être possible d'organiser avec le concours des centres de planification et d'éducation familiale et les centres départementaux de prévention santé. Et a priori, il y aura une action qui sera montée. À partir du moment où on prend en charge des enfants et encore plus des adolescents, parce que voilà, la question de la sexualité, elle se pose, on sait que ça se pose avant, mais surtout à cet âge-là, effectivement, tous les professionnels qui interviennent auprès d'adolescents devraient être formés, notamment à cette question comme d'autres, mais notamment à ces questions, tout comme comme je disais, les professeurs, les instituteurs ou les professeurs de collège, par exemple. Ça devrait être systématique, bien sûr. Parce qu'on intervient tous dans l'éducation des enfants et des ados, donc... Si chacun fait un petit peu, peut-être qu'on fera en sorte que les choses s'arrangent. Finalement, tout le monde peut parler de sexualité. Parler de sexualité avec les jeunes, ça va demander d'avoir envie de le faire, et d'être à peu près formé. En fait, l'éducation à la sexualité, pour proposer un regard plus large, ça va impacter sur la vie des gens en termes de rapport au corps, en termes d'intimité. Ça permet de travailler sur le droit à la contraception, ça permet de travailler sur l'accès à l'IVG, ça permet de travailler sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ça permet de travailler sur la lutte contre les stéréotypes, l'égalité des sexualités, l'égalité des sexes. Enfin, ça revêt tellement d'axes de travail différents que c'est une notion vraiment qui est large et qui est importante à remettre dans le débat public, enfin en tout cas à maintenir dans le débat public.